petite vingtaine de minutes, Oui, c'est OK pour toi? oui, Parfait. Merci. Donc là, en fait, je te resitue le contexte. Donc là, c'est la première journée de formation. C'est des personnes qui viennent se spécialiser dans du coaching parental, éducation positive. Donc du coup, aujourd'hui, on a repris les bases de ce que c'est que le coaching, de toute façon générale, les compétences d'un coach professionnel. Ce matin, vaguement, on a commencé à aborder que c'était pas tout à fait pareil que la thérapie, mais on n'est pas rentré non plus du tout dans le détail. Je leur ai dit qu'on en reparlerait ce soir, donc nous, après l'interview, on en reparlera encore plus. Mais voilà, l'idée c'était de se dire, moi-même je suis psychologue et coach, mais j'avais envie de montrer de la part de quelqu'un d'autre qui ne les connaît pas, juste de ton expérience à toi, la différence entre ta casquette psy, ta casquette coach, et si tu as quelques expériences à partager de ton public, en particulier autour de la parentalité, donc des parents, seuls, en couple, je sais pas, voilà, nous faire découvrir un peu ton activité professionnelle sous cet angle-là. Ok. Donc la première question, et vous n'hésitez pas par la suite si vous avez d'autres questions dans la discussion, mais la première question c'était quelle différence tu fais toi entre les moments où tu prends une casquette psychologue et les moments où tu prends une casquette coach? Comment tu différencies les deux? Alors de base, je les différencie pas énormément parce que je considère que le coaching, pour moi, c'est un outil de ma pratique de psychologue. Donc pour le coup, je les différencie pas vraiment tout le temps. La plupart du temps, je les associe plutôt, je les imbrique. Mais si je devais vraiment différencier, en tout cas vous expliquer un petit peu la différence pour ma part, le coaching, ça va être plus pour moi quelque chose de concret sur lequel je vais orienter la personne et auquel je vais lui donner des activités à faire en dehors des missions, on va dire, en dehors des consultations, qui vont me permettre d'appuyer le travail qu'on fait. En psychologie, pour le coup, par contre, ça va être plus un travail peut-être plus personnel, peut-être plus de réflexion, peut-être plus orienté sur des schémas, des choses comme ça. Donc pour le coup, parce que si par exemple en tant que coach, je touche à quelque chose qui est de l'ordre de la dépression par exemple, je vais peut-être pas rester sur le coaching directement. Je vais passer là, je vais prendre ma casquette de psychologue et je vais plus m'orienter là-dessus. Donc effectivement, c'est comme ça que je pourrais un petit peu les différencier. Il y a des choses qui sont peut-être un peu plus profondes quand je fais de la thérapie et un petit peu plus concrètes, j'ai envie de dire, quand je fais du coaching. Quand les gens t'appellent, est-ce qu'ils t'appellent plus au départ dans des démarches de psycho ou des démarches de coach? Ou est-ce qu'ils ne font pas la différence? J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit on a vu que vous étiez coach de vie et psychologue, donc du coup on était intéressés d'avoir les deux approches. Mais en règle générale, on m'appelle parce que je suis psychologue. Ta visibilité est plus autour de ton titre de psychologue peut-être aussi. C'est vrai. Et du coup, est-ce que tu leur parles du fait que tu fais aussi du coaching ou est-ce que ça se fait naturellement? Ça se fait naturellement, Ça se fait naturellement. Des fois on me demande aussi, parce que forcément les gens ne savent pas toujours la différence entre. Alors il y a tellement de choses entre coach, psychologue, psychiatre, psychothérapeute, hypnothérapeute, ils ne savent pas trop. Donc en général, on me demande et j'explique un petit peu ce que c'est et je leur dis que de toute façon, le coaching pour moi rentre en compte dans mon outil de psychologue, dans ma pratique. D'accord. Ensuite, sur la partie vraiment sur la thématique parentalité, alors est-ce que toi, c'est pas ta spécialité si je ne me trompe pas? Alors j'ai beaucoup travaillé dans le service de parentalité à l'hôpital, donc ça reste une de mes spécialités quand même. Tu peux nous partager un petit peu cette expérience-là déjà en hôpital, parce que c'est aussi intéressant. Bien sûr, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un hôpital, dans les services de Pôle Mère-Enfant, donc tout ce qui était maternité, néonate, tout ce qui était prise en charge de l'enfant, éducation thérapeutique, alors c'était obésité, asthme, diabète. Et aussi tout ce qui était ambulatoire dans le service d'enfants, d'oncologie aussi. Donc forcément il y avait toujours du travail en relation parent-enfant sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc toi, tu recevais tu étais dans l'hôpital et tu recevais le parent? En fait, oui. En fait, en règle générale, soit l'enfant était hospitalisé, soit le parent était hospitalisé, soit effectivement il y avait le bébé en néo et la maman en bas ou les parents en bas. Donc du coup, je faisais le lien. Donc forcément, là, il y a une belle expérience sur le sujet. Et en cabinet ici, par contre? Et en cabinet ici, au début, j'ai commencé avec de l'adulte, puisque je savais pas trop comment mettre en place justement le suivi enfant ici. Et puis ça s'est un peu découlé petit à petit. Alors d'abord suite à des groupes de parole que je donne ailleurs, où il y a eu des demandes de parents pour des enfants. C'était en lien avec le diabète. Donc ça a commencé comme ça et en fait je sais pas ce qui s'est passé. Ça a dû attirer les autres enfants. Puis comme moi j'avais très envie de travailler avec l'enfant, peut-être aussi j'ai fait une petite loi d'attraction pour les faire venir et j'ai de plus en plus de demandes. Alors c'est souvent les parents qui font une demande pour l'enfant et parfois ça se termine en quelque chose de familial on va dire, ou de suivi individuel par la suite du parent ou d'un parent. D'accord. L'âge des enfants
en général? Comme je démarre à la base de la néonate, donc du nourrisson, même du prématuré jusqu'à l'âge adulte, j'ai pas forcément de critères d'âge. Mais c'est vrai que si je veux faire un travail d'abord que avec l'enfant, vaut mieux qu'il parle déjà un petit peu. Après, bien que il y a plein de choses qui peuvent se faire avec un enfant qui parle pas encore. Mais en règle générale, c'est vrai que les parents qui m'amènent un enfant, c'est un enfant qui a déjà 5, 6 ans, 7 ans. J'ai des 10 ans, puis après, après c'est les ados. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire quand tu es dans l'accompagnement de l'enfant, déjà dans un premier temps, est-ce que tu vois les parents avant, après, est-ce que tu fais une synthèse, comment tu fais le lien, parce qu'on travaillait aussi sur la relation triangulaire dans cette situation-là. Alors moi j'aime bien que ce soit vraiment l'espace de l'enfant, si vraiment il n'y a pas d'autres problématiques que j'ai décelées derrière, que ce soit vraiment une bulle entre nous et qu'ils se sentent autorisés à tout faire, tout partager, tout dire. Donc pour le coup, en général, je préviens en amont les parents que je prends d'abord l'enfant. Comme ça, on fait connaissance, c'est son endroit, c'est son rendez-vous. Et puis ensuite, je prends les parents avec l'enfant. Donc sur le coup, forcément, si les parents ont quelque chose à me dire, c'est pour ça que je les préviens en amont. S'ils ont quelque chose à me dire, on en parle d'abord au téléphone. Et après, sinon, où je les reçois, un rendez-vous que eux, sans que l'enfant soit là. Parce que j'ai envie vraiment de créer une alliance avec l'enfant qui se rende compte que tout ce que je dis est devant lui et qu'il ne se passe pas quelque chose derrière. Et pour le coup, j'ai vraiment mis ça en place quand je travaillais à l'hôpital. Je me suis rendu compte que des fois, les enfants, quand ils viennent avec leurs parents, ils sont absolument pas les mêmes que quand je les ai tout seuls. C'est impressionnant. Il y a une différence de comportement. Et puis le fait de vraiment se mettre en position d'allié avec lui, le travail est déjà à moitié fait et après ça se passe super bien. T'as souvent les deux parents ou t'as plus souvent que la mère, que le père Alors, j'ai souvent les deux parents sur la première consultation. Et après, souvent j'ai que la maman ou que le papa. Ça dépend qui peut l'amener en fait. Tout ça, je pense que c'est question d'organisation. Mais t'as quand même des fois les deux qui se déplacent. La plupart du temps, j'ai les deux la première consultation. J'aime bien, ça fait partie du. Je leur demande souvent d'être là à deux. Alors du coup, maintenant, si on s'intéresse vraiment justement aux parents, donc est-ce que des fois ça t'arrive de les voir sans les enfants? Oui, alors si je décèle qu'il y a une problématique effectivement dans le sens où l'enfant est un peu le symbole de la famille, j'en parle un petit peu aux parents et je vois si effectivement j'ai raison ou pas, ou si effectivement il y a une problématique à travailler et je propose. Et effectivement, ça peut découler d'un suivi. Alors souvent pour la maman, c'est étonnant, j'ai pas eu encore de papa vraiment ici en tout cas, parce que des papas en maternité pour le coup, par contre ça, il y en avait beaucoup qui, quand on les écoutait, au final on se rendait compte qu'il y avait plein de choses. Mais là, c'est plus les mamans que après je reçois en individuel qui ont des choses à travailler, qui demandent effectivement, ils sont très demandeuses pour le coup en général. Donc finalement, c'est un petit peu. Ça s'imbrique. Voilà, c'est un peu avec l'enfant, des fois c'est un débat. Est-ce que c'est souvent dans le même ordre ou est-ce que ça peut arriver? Par exemple, qu'il y en ait une qui vienne que pour elle et qui après finisse avec son enfant ou dans son rôle de parent. Oui. Est-ce que c'est le couple qui t'appelle plutôt en premier? Ça peut. Alors c'est vrai que j'ai déjà eu des suivis de couples qui se terminent par un suivi effectivement relation parent-enfant. Ça m'est déjà arrivé ici d'ailleurs. Il n'y a pas de porte d'entrée. Non, il n'y a pas de porte d'entrée. Ça dans tous les sens. Est-ce que du coup, dans le travail avec les parents, quand la demande est avec l'enfant par exemple, tu es amené justement à travailler sur la relation de couple? Quasiment à chaque fois, pas tout le temps. Pas quasiment à chaque fois, mais ça peut arriver. D'accord, Donc là, encore une fois, il n'y a pas vraiment de règles. C'est en fonction de ce que tu c'est ça qui est bien aussi, c'est vrai qu'on s'en est jamais. C'est intéressant. Il n'y a pas de façon d'arriver. Quels sont les. Alors, s'il y en a encore un petit peu, quels sont les plus grands thèmes qui sont travaillés maintenant dans ce type de séance-là? Alors souvent, moi comme c'est en lien beaucoup avec le diabète, c'est souvent un enfant qui a une maladie et du coup c'est la gestion de la maladie pour le coup, de la fratrie, de la place de l'enfant dans la fratrie. Mais j'ai aussi beaucoup de tout ce qui est gestion justement du couple devant l'enfant, parce que si le couple est en train de se séparer, s'il y a des conflits, etc. Des fois il y a cette question de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit. Il y a la question du deuil aussi, comment on annonce à un enfant, comment on prépare, qu'est-ce qu'on peut lui dire, pas lui dire en fonction de son âge. Et j'ai aussi la gestion de tout ce qui est crise de l'enfant, quand il gère pas la frustration, quand il gère pas ses colères, quand les parents comprennent pas comment faire avec leur enfant et qu'ils sont complètement épuisés et à bout de ressources. En général, ils viennent consulter aussi pour de l'aide là-dessus. Donc ça tourne vers de la parentalité positive, vers de l'accompagnement de la relation. En termes justement de parentalité positive, éducation positive, est-ce que tu aurais peut-être un exemple d'outils que tu utilises ou d'approche alors je trouve ça très marrant avec les enfants, c'est les jeux de rôle.
Jeu de rôle parents-enfants, c'est vraiment trop rigolo, on se marre. Donc je vous invite à essayer, c'est vraiment marrant d'inverser les rôles, c'est-à-dire l'enfant dans la place du parent et le parent dans la place de l'enfant, parce qu'on se rend compte comment l'enfant est tout de suite met en exergue tout ce qui se passe et qu'il a envie de dénoncer. Et du coup, pour le coup, on voit que le parent l'entend et le voit. Exactement, ça marche super bien, c'est vraiment très drôle. Et puis pour le coup, ça fait marrer l'enfant aussi quand il s'y prête. Et le parent, ça passe mieux que si on lui si on tombe d'un coup et ça passe mieux. Donc c'est assez marrant. Après, on met aussi souvent en place des petits jeux à faire à la maison ou des petites choses un peu plus pédagogiques. Construire ensemble un tableau, des choses à faire. Alors, parce que j'aime bien que les parents se concentrent sur les choses que l'enfant doit faire plutôt que de ne pas faire. On va lui dire ne fais pas ceci, concentrez-vous sur ce que vous attendez de lui. Au lieu de dire ne te mets pas debout sur une chaise, est-ce que tu pourrais t'asseoir sur la chaise, c'est le moins dangereux pour toi. Et du coup, on réapprend ça et on le fait sous forme de petits tableaux rigolos qu'on peut accrocher sur le frigo. Enfin, ça peut avoir des petits exemples. Souvent, les enfants sont très visuels en plus pour le coup. Donc, on essaie de créer des petites choses à faire ensemble, retrouver des petits moments aussi de partage positif. Donc voilà, c'est le genre de choses que je peux être amenée à conseiller à des parents. Super. Une petite cherté ou un petit truc que tu es contente comme résultat et que tu aurais partagé quand tu en général, quand on me dit, écoutez, des fois, au bout d'une fois, une ou deux séances, on me dit, mais c'est magique, moi ça se passe super bien, et puis en plus on prend du plaisir, etc. Je suis super contente. Juste pour leur préciser, donc toi, qu'est-ce que tu as fait comme études ou parcours pour en arriver là? Alors moi j'ai fait des études de psychologie, donc ça a duré 5 ans, que j'ai entrecoupé avec un DU criminaux, parce que j'aimais ça aussi, je savais pas encore trop vers où aller. J'ai travaillé aussi en tant que psychologue du travail. J'ai essayé un petit peu tout pour être sûre de ce que je voulais faire, parce que j'avais tellement de choses qui m'intéressaient, c'était un petit peu compliqué. J'ai travaillé en psychiatrie au début. Puis après, finalement, j'ai fait psychiatrie liaison, c'est de la psychologie, mais dans plein de services de l'hôpital. Donc ça peut être appelé dans n'importe quel service, donc pour le coup, le tout public. Au lit du patient m'avait vraiment stimulé et vraiment plu. Et du coup, c'est là que j'ai été amenée à trouver le fait que je voulais travailler dans un hôpital déjà. Et j'ai trouvé un poste un petit peu par hasard suite à mon parcours de mémoire, on va dire. J'ai trouvé ce poste pendant 5 ans à l'hôpital. Je travaillais dans le Nord, donc à Maubeuge, où c'était vraiment le pôle mère enfant et où j'y suis restée 5 ans jusqu'à arriver ici et m'installer en libéral. Et alors, différence hôpital-libéral? Le type de population déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à l'hôpital qui se passent. Ici les gens font la démarche, c'est vraiment différent. À l'hôpital on vient au lit du patient, on vient quand c'est vraiment la crise. Là c'est un petit peu l'après-coup, ou bien c'est plus une population qui, on va dire, qui a les moyens, qui a plus l'opportunité d'avoir de la réflexion, des choses comme ça, et qui n'est pas dans un moment de souffrance, sauf exception, s'ils viennent là c'est quand même qu'il y a de la souffrance, mais c'est pas vécu de la même façon, surtout que quand on vient dans la chambre d'un patient, c'est vraiment un moment où il est en grande faiblesse, voilà, c'est particulier. Allez, juste pour quand même partager aussi le côté entrepreneur et les aléas moins fun, parce qu'on est tous pareils aussi. Les difficultés en tant qu'entreprise autonome et puis salariée, pour toi, c'est quoi? Alors moi, ça a été d'arriver dans une ville où je connaissais personne, donc j'avais pas de réseau, j'avais pas de connaissances. Je savais pas s'il fallait que je fasse du porte-à-porte partout, démarcher, pas démarcher. Je m'y connais pas du tout en informatique, donc pour faire un site internet, c'était très compliqué. D'ailleurs, c'est le reflet, je crois. Donc c'était vraiment trouver en fait ma patientèle qui me corresponde et dans laquelle je puisse m'épanouir aussi, avec suffisamment alors je sais pas si on dit du turnover dans la pratique, mais en tout cas voilà, d'avoir à chaque fois régulièrement quand j'ai fini un suivi derrière de la demande et m'y retrouver dans ce que j'avais envie de faire aussi, dans ce que j'avais envie de proposer. Je pense que... Tu es épanouie dans ton métier aujourd'hui? Ah ouais, 10%. C'est l'essentiel. Et je vous le souhaite à tous. Merci déjà. Alors après, je sais pas, voilà, si vous avez des questions.